chapitre sur Einstein et les Rolling Stones. Alors ça paraît comme ça étonnant, mais peut-être qu'il faut en dire quelques mots. Moi j'aime Einstein. Je pense qu'Einstein c'est quelqu'un d'exceptionnel à plus d'un titre. Pas simplement pour ses travaux de physicien, mais aussi sa personnalité, le fait qu'il n'est pas devenu fou. Alors qu'il avait. Moi je connais des physiciens qui ont eu des résultats bien moins importants qu'Einstein et qui sont devenus fous. De narcissisme, je veux dire. Einstein, toujours tranquille, jamais énervé, jamais impatient, et puis une façon de penser les problèmes qui est incroyable. Et puis j'aime bien les Rolling Stones pour d'autres raisons. Donc je me suis dit, il faut que je fasse un court-circuit entre Einstein et les Rolling Stones. Donc au départ c'est mal parti parce qu'il se passe rien. Mais quand on aime, on trouve. Et après on trouve plein de choses. Et par exemple, évidemment il y a le nom. Einstein en allemand ça veut dire une pierre. Les Rolling Stones c'était pierre qui roule. Et puis il y a la langue. Le logo des Stones c'est une langue. Et Einstein, vous le savez, le jour de ses 71 ans, il a tiré la langue pour montrer son agacement aux paparazzi qui le poursuivaient. Mais il y a un truc plus en cherchant on trouve justement, il y a un truc plus fort, c'est que quand Einstein a quitté l'Europe en octobre 1933, il faut quand même se souvenir de ça, c'est qu'Einstein il a été chassé. Il a été chassé d'Europe par les nazis, il ne pouvait plus rester quoi. Et donc il est parti aux États-Unis, et avant de partir vraiment pour Princeton, où il a vécu le reste de sa vie, sans jamais revenir en Europe, il s'est arrêté à Londres. Et à Londres, il a donné une conférence, la dernière de son séjour européen, au Royal Albert Hall, qui est la grande salle de concert de Londres, à côté de Hyde Park. Et il se trouve que j'ai pu retrouver le discours qu'il a prononcé, qui est incroyable. C'est un discours dans lequel il fait l'éloge de la liberté, et en même temps, il cesse d'être pacifiste. Lui, il a tout compris de Hitler en 1933. Il y a des gens qui vont découvrir le nazisme bien après lui. En dès 1933, il a compris. Et il dit qu'il va falloir se battre. Et d'ailleurs, on dit que en rencontrant Churchill dès 1933, parce qu'il a aussi rencontré Churchill à cette époque, c'est lui qui a fait comprendre à Churchill que Hitler, c'était pas Mussolini. Voilà. Que Hitler, il cherchait la guerre. Il fallait donc se préparer. Et ça a joué un rôle dans la résistance farouche que les Anglais ont opposée à Hitler, alors que beaucoup de voix s'élevaient pour qu'il négocie une petite paix tranquille. Bon. Et il se trouve que les Rolling Stones ont donné leur premier grand concert à Londres dans cette même salle. En octobre 63, vous avez 19 ans, et j'ai pu retrouver l'affiche. Et c'est quand même émouvant je trouve, de considérer que les Stones ont traversé le spectre rémanent d'Einstein dans l'espace-temps au même endroit. Bon là je me raconte des histoires mais ça me fait plaisir. Vous avez prononcé le mot résistance. Alors, il y a un personnage un résistant et philosophe mathématicien qui est Jean Cavaillès, qui est une grande figure que moi je ne connaissais que assez peu et qui, grâce à vous, vraiment, Jean Cavaillès, très éclairant. Tout le monde le connaît en fait, parce que tout le monde a vu le film de Melville qui s'appelle L'Armée des Ombres. Vous avez vu ce film? Bon, dans ce film, il y a Lino Ventura qui joue le rôle d'un résistant qui est aidé par ses copains à s'évader, et il se cache dans une ferme. Il est isolé là pendant quelques semaines, et une nuit il entend frapper, et il rentre dans la pièce de la ferme un monsieur qui est joué par Paul Meurice. Et sur la table, il y a un livre qui s'intitule alors je sais plus le titre exact, je crois que c'est Nombre et logique logique et nombre transfinis. Livre de maths. Et en fait, c'est un livre de maths écrit par Cavaillès, qui a été publié après la guerre. Et en fait, Paul Meurice, il joue un rôle qui correspond à un mélange de Jean Moulin et de Jean Cavaillès. Et donc Jean Cavaillès, il a été occulté par Jean Moulin, parce qu'il n'a pas joué un rôle politique énorme, mais il s'est battu, quoi. C'était un génie en maths et en philosophie des maths. Alors lui, il a vécu en Allemagne entre 1933 et 1939. C'est lui qui a traduit la correspondance en français de Cantor et d'Edeking sur l'infini. Donc il était vraiment très très fort c'est un philosophe passionné par les maths, qui était très fort en maths.
Et il a tout de suite compris qui était Hitler. C'est comme Einstein. Il a vu Hitler dans une brasserie à Munich en 1933, et je cite le portrait qu'il en fait en sortant de la brasserie, et c'est l'Hitler qu'on connaît tous, quoi. Donc l'Hitler qu'on connaît tous, il était déjà perceptible dans ces années-là. Et les gens qui l'ont repéré comme tel, Einstein dit, comment est-ce qu'un mec peut brailler comme ça à la radio? Pourquoi il crie? C'est une bonne question, non? Il faut se méfier des gens qui crient quand même. Bon. Je parle pas de ceux qui entendent mal. Hein. Mais et Jean Cavaillès, donc ce que j'aime chez lui, c'est une forme de radicalité totale. Il était spinoziste. Donc il dit on est embarqué. Et donc il dira plus tard qu'il est entré en résistance par logique. Par logique, il n'y a même pas à discuter. C'est une affaire de logique. La situation est inacceptable. Il n'y a pas à discuter. Alors que les collabos, disait-il, ils ont des arguties, ils disent, les Allemands sont là, il faut faire quelque chose, on doit pactiser avec eux. Non, il dit non, on les vire. Et donc il a monté le réseau Cahors, avec 1000 gars, et il a fait pas mal d'attentats, ce que les Allemands appelaient des attentats, on l'appelait le philosophe bourré d'explosifs. Hein. Son surnom, c'est l'agrégé du sabotage. Mais c'est un chef, mais il y allait direct. Il n'envoyait pas des gars faire des trucs. Il y allait. Et il disait, là où est le danger, là est le chef. Il a fait une opération commando à Lorient, dans une base de sous-marins allemands. C'est un truc, militairement, c'est dingue. Bon, et en août 43, il a été arrêté tout près de chez moi, là, rue de l'Observatoire. Et c'est une histoire... Alors en fait, il dormait jamais dans le même lit, parce il avait 18 surnoms dans la résistance. Donc il dormait jamais dans la même planque. Et il avait rendez-vous avec des gars de son réseau, rue Cassini, qui est une rue du 14e arrondissement, à Paris. Et il a appris qu'il y avait une souricière qui l'attendait. Et là, il a fait une erreur, il a convoqué, je sais pas trop comment d'ailleurs, tous ceux avec lesquels il avait rendez-vous, pour déplacer le lieu de rendez-vous. En disant, on se retrouve au petit jardin du Luxembourg. Donc c'est un jardin dans lequel il y a des bancs. Et il se déplaçait d'un banc à l'autre pour parler avec ces gars. Et quelqu'un de la milice a repéré le mouvement. Il a été arrêté par cette milice le 23 août 1943, enfermé à Fresnes. Et les Allemands ont cru identifier en lui un gars qui portait quelques-uns de ses surnoms, mais pas tous. Donc il a été libéré en octobre, mais c'était un piège. C'était pour le prendre en filature. Et donc il a été suivi et on a arrêté pas mal de gars de son réseau. Quand on regarde les statistiques, je les cite, c'est horrible. Hein. Sur les 1000 gars, il y a eu je sais plus combien de torturés, de déportés, de fusillés. Le réseau a été complètement démantelé. Lui a été repris en novembre et il était prévu qu'il parte en déportation en mars 1944. Mais la veille de son départ, il y a eu, comme les Allemands disaient, un complément d'enquête. Parce qu'ils avaient découvert que ce gars-là, il avait aussi comme surnom dans la résistance Daniel. Et Daniel, ça, les Allemands le recherchaient vraiment parce que c'est lui qui faisait les attentats. Or, les Allemands ne pensaient pas qu'un intello comme lui pouvait faire autre chose que de la propagande. Et vous parlez des prochains rendez-vous. Donc, le 12 mars, nous serons avec Pierre Assouline à Castets. Le 9 avril, avec Gaël Josse à Villeneuve de Marsan. Et le 2 mai, avec François-Henri Désérable à Mésos. Voilà, ce seront les prochains rendez-vous donc de 2024. Merci beaucoup, Étienne Klein. Et on va passer à la dédicace avec la librairie Campus de Dax. Merci.